C'est un joli nom. La production de l'écologie. Bonjour à tous. Alors qu'au travail, je discutais en salle de pause, voilà que la une du Ouest France de ce jeudi 19 avril me saute aux yeux. C'est une citation de Nicolas Hulot sur Notre-Dame-des-Landes. L'écologie n'est pas l'anarchie. Alors, je me suis demandé, c'est quoi cette écologie dont parle Nicolas Hulot ? Est-ce le parti et le jeu parlementaire et légaliste dont on constate les limites ? Ou est-ce plutôt les petits gestes du quotidien, en fait hyper moralisateurs et identiques, du grand bourgeois à l'ouvrière, de l'occidental à l'indonésien ? Bien sûr, il y a aussi cette écologie des grands groupes industriels, le fameux greenwashing, mais bon, la ficelle est un peu trop grosse pour qu'on s'y attarde plus longuement. Alors plus enthousiasmant, on trouve une écologie politique et sociale. En 2009, Hervé Kempf, ancien reporter au Monde et cofondateur du site Reporter, sort un livre au titre évocateur. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Et donc c'est plutôt vers cette écologie-là que l'on va se tourner. C'est cette écologie qui s'intéresse à l'économie et aux politiques, cette écologie que l'on retrouve alliée aux manifestants, au mouvement ouvrier. Et on va en parler avec toi, Denis. Bonjour. Bonjour. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Donc tu es Denis Baillon. J'ai voulu t'interviewer parce que tu es à la fois dans des associations du mouvement ouvrier, on va dire, de la lutte sociale, à agir ensemble contre le chômage et à Réseau Salariat. Mais d'un autre côté, tu écris à la décroissance. Tu as également participé à la rédaction de 2 brochures militantes. L'une s'appelle « Abolir le chômage, en finir avec l'emploi » et l'autre s'appelle « Pour une démocratie économique ». Et dans ces brochures, on comprend tout l'intérêt de penser à la fois le travail et l'écologie. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était que tu puisses présenter les impasses de l'écologie aujourd'hui. Et quels en sont pour toi les acteurs ? Alors, ainsi que tu l'as dit, ce dont nous allons parler, c'est l'écologie politique. Le mot écologie, lui, renvoie à une activité académique, scientifique, qui est née au milieu du XIXe siècle, dans les universités donc, et qui a donné, lorsqu'il est sorti de l'université, la fondation de sociétés savantes, souvent dirigés par des aristocrates, des grands bourgeois qui s'intéressaient à la vie de certains milieux naturels qu'il fallait éventuellement préserver contre l'agression industrielle qui commençait. Ça n'est pas l'écologie politique, bien entendu. L'écologie politique, elle naît dans les années 60, d'abord aux États-Unis, et puis elle franchit l'Atlantique à la faveur des mouvements de type mai 68 qui vont... mai 68 n'a rien à voir avec l'écologie, mais il va libérer la parole, la pensée et l'action collective. Et un certain nombre d'acteurs, que l'on va donc appeler les écologistes, vont de plus en plus lier la critique du capitalisme et la conscience écologique. Ce sera le cas dans les grandes luttes antinucléaires des années 70, ce sera bien sûr au Larzac, le cas bien connu de cette lutte avec des paysans contre l'extension d'un camp militaire. Et tout ça va donner une multitude d'acteurs, de réseaux. On pourrait dire que progressivement l'écologie politique, ça a été des partis. D'abord un parti principalement, le Parti Les Verts, qui est né en 1984, 10 ans après la candidature à la présidentielle de René Dumont. Et puis un monde associatif extrêmement foisonnant et donc extrêmement divers. Des grandes associations environnementalistes qui défendent l'environnement mais qui ne sont pas forcément politisées. Et puis des associations beaucoup plus politisées, des réseaux avec des luttes locales que l'on connaît par exemple à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui ou autres. Le constat que l'on peut faire plus de 30 ans maintenant, 40 ans après le début de l'écologie politique est pas très réjouissant. Si l'on prend les partis politiques,
On peut dire que le parti Les Verts, devenu Europe Écologie Les Verts, qui a assumé des responsabilités politiques très nombreuses au sommet de l'État lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, mais aussi en co-gérant nombre de régions, départements, municipalités avec les partis de gauche, n'a pas réussi, c'est le moins qu'on puisse dire, à favoriser une politique écologique en France. Les grandes associations environnementalistes qui, elles aussi, ont fait le pari de participer à diverses commissions, de travailler en lien avec le pouvoir politique, se transforment en experts, en alter-experts, et là non plus n'influencent pas véritablement les prises de décision. Et puis il reste toute une mouvance, alors beaucoup plus critique évidemment, et c'est celle dans laquelle je m'inscris et sans doute qui nous intéresse tous les deux, qui se réfère clairement à l'anticapitalisme et qui fait le lien entre une lutte claire de longue durée contre les institutions capitalistes comme une condition nécessaire pour que nous connaissions un jour une société écologique. Mais ces gens sont marginaux aujourd'hui, enfin sont très faibles incontestablement. Et comment tu en es arrivé, toi, dans ton parcours, en fait, à imbriquer la question du travail et la question de l'écologie, alors que, pour moi, disons, de l'extérieur, un peu, j'ai l'impression qu'ils sont séparés en termes d'acteurs, de pratiques et même de revendications. On va avoir d'un côté tout le monde syndical, on va dire, d'un autre côté un monde associatif ou même un monde assez médiatique qui a une certaine sympathie pour l'écologie. Mais ça a l'air d'être très séparé. Alors comment tu en es venu à articuler les deux ? C'est très séparé, tu as raison, pour des raisons historiques, puisque à l'origine, le mouvement ouvrier révolutionnaire, qui naît au XIXe siècle, a de toute autre préoccupation que la défense de l'environnement naturel, les milieux naturels, puisque son souci c'est le travail des enfants, des journées de travail de 12 heures, un habitat insalubre, enfin bref, la violence des institutions économiques capitalistes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais un militant ouvrier par hasard croisait un écologiste à ce moment-là, il voyait là un grand bourgeois, un aristocrate préoccupé par les milieux naturels davantage que par le droit du travail ou la réappropriation par la classe ouvrière de l'outil de travail. Ces choses-là changent un peu dans les années 60, comme je l'ai dit, puisque après 68, un certain esprit, disons, libertaire souffle un petit peu dans le pays, et de plus en plus certains militants syndicalistes, certains militants ouvriers vont rejoindre certaines préoccupations écologistes en comprenant que l'outil de travail capitaliste dévaste de plus en plus l'environnement naturel, détruit les milieux naturels, et que s'il s'agit de se réapproprier l'outil pour faire pratiquement, disons, les mêmes dégâts naturels que le fait la classe bourgeoise, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il va y avoir, notamment dans les rangs libertaires, et puis de ce qu'on appelait à ce moment-là la deuxième gauche, c'est-à-dire les militants ouvriers anticapitalistes, mais non communistes ou non proches du Parti communiste, des liens qui vont se tisser. Je l'ai dit, dans un certain nombre de luttes, comme la lutte antinucléaire notamment, la CFDT de l'époque, qui a bien changé, était tout à fait antinucléaire, a produit des brochures très très critiques de l'industrie nucléaire, tout à fait intéressantes. Et tout ça, hélas, va se déliter dans les années 80, parce qu'il y a une reprise en main au sein du mouvement ouvrier de la part de gens qui ne veulent pas entendre parler de tout cela, puisqu'il s'agit de préparer l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et la CFDT est un cas typique d'une reprise en main de l'organisation par Edmond Maire et les siens, qui vont virer ceux qu'ils appellent entre guillemets les gauchistes, et qui auraient pu organiser, tisser des liens beaucoup plus étroits entre les questions de travail et d'écologie. C'est ce qui se passe peut-être à nouveau aujourd'hui, de façon encore une fois assez faible et trop marginale à mes yeux,
parce que la réalité de la crise écologique ne pouvant plus être niée par personne, soit les organisations syndicales l'intègrent véritablement au-delà des petites phrases qui vont bien sur la défense de l'environnement, soit à mes yeux elles sont à terme condamnées, puisque la question écologique, la question de la crise écologique va devenir centrale, est déjà centrale à mes yeux dans nos vies. Et donc, disons que cette articulation entre le travail et l'écologie, grâce à cette articulation, toi tu vas arriver à penser, disons, la décroissance, et tu es un partisan de la décroissance. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? La décroissance, le mot apparaît en France lors de la traduction d'un livre, d'un ensemble d'articles d'un économiste américain d'origine roumaine qui s'appelle Nicolae Georgescu-Roegen, qui est paru aux éditions du Sang de la Terre, si je ne m'abuse, il faudrait vérifier ça. Mais cet économiste l'utilise assez peu, ce terme, à ma connaissance. C'est le traducteur qui choisit ce mot. Qui n'est pas un concept savant ou académique, c'est un mot très simple, qui dit à mon avis très, très justement et très simplement les choses. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui déstabilisation des milieux naturels, crise écologique, c'est parce que nos sociétés de production industrielle de masse produisent trop de biens et de services, que nous consommons globalement trop de biens et services. Et que si nous voulons aller vers une société écologique qui ne détruirait pas à grande échelle la vie naturelle, mais aussi les êtres humains, c'est-à-dire les êtres humains biologiques, bien sûr, mais aussi notre esprit, passer son temps à travailler pour produire des biens et des services dont on sait pertinemment qu'ils sont nocifs, nuisibles, c'est peu reluisant. Bref, si on veut aller vers une société plus écologique, il faut assumer d'une certaine sobriété collective, c'est-à-dire produire moins, produire et consommer moins, produire autrement, produire et consommer autrement, certes, d'autres biens et services, mais globalement dans une optique de sobriété. Et finalement, le mot décroissance me convient assez bien, il décrit ce chemin entre le trop et le suffisant, en quelque sorte. On peut préciser tout de suite, je pense que quand tu dis décroissance, tu parles à des sociétés occidentales, industrialisées, et que tu préconiserais peut-être pas ça pour des pays en voie de développement ou des pays du tiers-monde. Oui, bien sûr. La décroissance est inaudible pour un paysan pauvre. Bien entendu, oui. C'est un reproche qu'on nous fait souvent. Nous parlons de la décroissance ici et maintenant, là où nous nous trouvons. Nous ne donnons aucun conseil. Ce serait particulièrement injurieux à je ne sais quelle société paysanne, lesquelles d'ailleurs sont détruites par un certain nombre de prédations que commet l'Occident à leur endroit pour nourrir sa machinerie industrielle. Beaucoup de partisans de la décroissance sont des internationalistes, et un certain nombre de ces auteurs ont d'abord travaillé en économie du développement, se sont rendus compte des impasses du développement, se sont rendus compte des prédations, du caractère nuisible du développement industriel sur un certain nombre de sociétés agraires, par exemple en Afrique. Évidemment, il ne s'agit pas de dire à un paysan du Burkina Faso qu'il faut qu'il fasse plus que 2 repas par jour, quand par hasard il en fait 3. Et même, pour pousser quand même, pour questionner la décroissance dès le début, je veux dire même à l'intérieur d'une société industrielle, même à l'intérieur de la France, les gens ne produisent et ne consomment pas à égalité. On peut imaginer que par exemple un ouvrier va produire beaucoup plus de richesse et de valeur dans sa vie qu'il n'en consommera, et qu'il y en a qui vont à peine bosser, qui vont plutôt exploiter les autres et qui eux vont consommer beaucoup. Est-ce que ce discours de décroissance, il est aussi audible par un ouvrier en France qui a de la peine à consommer Il est audible à la condition qu'on le rattache, et c'est le sens sans doute de la question et de l'entretien, à un mouvement anticapitaliste. Si nous disons qu'il faut produire et consommer moins, nous sommes immédiatement dans un camp anticapitaliste. Je rappelle la spécificité du capitalisme, c'est pas du tout qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est pas du tout qu'il y ait de l'exploitation. Les sociétés esclavagistes exploitaient beaucoup plus que les travailleurs, qui ne s'appelaient pas travailleurs d'ailleurs, que le capital. Le propre d'une société capitaliste, c'est qu'elle est
contrainte par le fonctionnement de ses propres institutions à produire toujours plus. Produire toujours plus de biens et services, pour les vendre bien sûr, quelle que soit leur qualité, quels que soient leurs défauts. Elle est totalement aveugle sur la nature concrète du travail et de ce qu'elle produit. Il faut produire et vendre pour faire de l'argent, pour rentabiliser un capital privé. Et si une entreprise, par exemple, je ne sais pas, imaginons des actionnaires touchés par la grâce, conscients que ce qu'ils font c'est de la saloperie, mais qui voudraient ne plus faire croître leur entreprise, ne plus investir toujours plus pour produire toujours plus, pour garantir des taux de profit suffisants, décider d'arrêter, disant bon, ça suffit, hein, on fait tant de millions de chiffres d'affaires, on ne bouge plus, même pas décroître, mais en croissance zéro comme disent certains, eh bien leurs concurrents impitoyablement leur piqueraient leur part de marché et les feraient couler. Il est donc totalement inenvisageable tant que les institutions du capitalisme dominent, et elles dominent, de penser une décroissance. Or, ce sont ces institutions qui, par ailleurs, comme tu le sais, exploitent le plus le peuple, et notamment le monde ouvrier, impitoyablement exploité pour générer plus de 120 milliards de droits de propriété capitalistes. Il y a donc là une possibilité, même si elle est tout sauf évidente, hein, de lier la lutte contre l'exploitation, notamment ouvrière, et une maîtrise collective du travail pour une sobriété collective qui nécessite évidemment que, pour parler simplement, ce sont d'abord les riches qui doivent décroître. Il ne s'agit pas de baisser le sacro-saint pouvoir d'achat, comme on dit, d'une personne aujourd'hui au SMIC, voire moins d'ailleurs. Alors on voit qu'on ne peut pas laisser l'écologie ni au capitalisme, ni à un champ qui serait complètement déconnecté du reste de la vie sociale, en particulier du travail. Et donc on va parler davantage de ces institutions dont tu parlais, et puis du travail. Alors on s'est connu à Réseau Salariat, donc ton option économique semble être du côté de la maîtrise de l'investissement, de la cotisation sociale et du salaire attaché à la personne. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça te semble pertinent dans une perspective écologique et décroissante ? C'est la condition. Hein. Si les institutions du capitalisme fonctionnent, comme je l'ai dit, il n'y a aucune écologie possible puisqu'il n'y a aucune décroissance possible. Il faut croître toujours plus pour faire toujours plus d'argent. Non pas du tout d'ailleurs pour que les riches jouissent de leur richesse, hein, mais pour rentabiliser leur capital. Alors, par ailleurs, ils peuvent jouir de leur richesse et on sait ce qu'ils en font. On sait ce qu'en fait M. Pinault à Venise avec son institut d'art contemporain. Bon, je lui laisse bien volontiers. Si on ne maîtrise pas les institutions de production, si on ne maîtrise pas l'outil de travail, on ne maîtrise pas le sens que l'on donne à notre travail collectivement, et il n'y a encore une fois aucune chance d'aller vers l'écologie. C'est la condition, hein, pour parler savant et en termes marxistes, s'il y a des auditeurs marxistes. Ils sont nombreux. Je n'en doute pas. Pour maîtriser les valeurs d'usage, pour maîtriser le côté concret de ce que l'on produit, il faut maîtriser les institutions économiques, autrement dit la valeur économique, comme disent les marxistes. Et c'est souvent le point aveugle, hein, je le dis au passage, de mes camarades écologistes, qui sont fascinés par la consommation, qui disent qu'il faut faire la grève de la consommation, qui nous disent qu'il ne faut absolument pas consommer, éviter de rouler en voiture, etc. Mais comme nous ne sommes pas libres, comme nous ne maîtrisons pas la production économique, nous ne sommes pas libres en matière de consommation. Il faut pas commencer par la consommation, il faut commencer par maîtriser les institutions de production, bien entendu. Alors, pour les tenants de l'écologie politique, moi, les premières fois que j'ai entendu parler d'écologie politique, c'était ce mot était très associé au nom d'André Gorz. Et puis on peut penser à ceux qui prolongent son travail aujourd'hui. Il me semble que pour eux, l'option soit du côté plutôt d'un revenu de base. Et on entend aussi tout le vocabulaire des communs, par exemple, et des choses comme la cotisation, le syndicalisme et même le salaire semblent être pour eux autant d'institutions étatistes et finalement aliénantes. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus ouverts sur la tradition syndicale ?
Alors le cas d'André Gortz c'est intéressant parce que c'est un des grands auteurs de l'écologie politique, qui a une pensée extrêmement originale et radicale et qui influence beaucoup de militants écologistes aujourd'hui, hélas. Donc j'en dis quelques mots. Gortz à l'origine est un marxiste assez traditionnel, conventionnel, on va dire, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il pense que le capitalisme est destiné, est condamné à s'effondrer du fait de ses contradictions internes et que les révolutionnaires socialistes vont prendre le pouvoir dans sa débâcle. Donc une vision très, très traditionnelle, hein, une révolution socialiste comme on en a connu au cours du XXe siècle, en Russie, à Cuba, un prolongement de mai 68 puissance 1000, hein, comme le rêvaient certains militants de la Ligue communiste à l'époque. Et le prolétariat va donc s'imposer et prendre l'outil de travail. Et puis rien ne se passe comme prévu. Et André Gortz fait, comme il le dit, ses adieux au prolétariat dans un livre qu'il écrit au début des années 80, en considérant que le capitalisme a gagné. Temporairement peut-être, mais il a gagné, c'est-à-dire que rien de ce qu'a fait la classe ouvrière depuis la fin du XIXe siècle n'a véritablement compté. Elle a garanti un meilleur partage du gâteau, elle a limité l'exploitation par du droit du travail, etc. Mais tout ça, ça n'avait rien de révolutionnaire, hein, ça ne changeait en rien les conditions de production. Et de toute façon, c'est destiné, hélas, progressivement à se désagréger du fait de la mondialisation. Donc que fait Gortz? Il fait une analyse du capitalisme qui consiste à dire le capitalisme a gagné et sa nouvelle ère, sa nouvelle trajectoire, c'est un investissement massif dans les nouvelles technologies numériques, ce qu'il va appeler l'immatériel, dans un grand bouquin, un de ses derniers grands bouquins. Et cet immatériel va détruire massivement le travail. Nous allons produire davantage, toujours plus de biens et de services concrets, avec toujours moins de besoins de travail et de travailleurs. D'où l'explosion du chômage et de la précarité. Et la seule façon de s'en sortir, d'après lui, c'est une vision marxiste assez traditionnelle. Hein. Les forces productives sont à l'œuvre, c'est le numérique, c'est l'Internet, c'est la téléphonie mobile, etc. Les processus industriels de plus en plus automatisés. Et cela va provoquer la chute, la désagrégation de l'ordre social capitaliste, hein, qu'il faut préparer en filant un revenu aux millions de chômeurs et précaires qui de toute façon sont condamnés sinon à crever de faim. Et ce revenu, ils vont l'utiliser en lien avec éventuellement les outils numériques. Gortz était fasciné par ce qu'on appelle les Fab Labs, hein, ces ateliers, disait-il, plus autogérés, où des gens utilisent l'outil numérique pour produire eux-mêmes des biens éventuellement extrêmement complexes. Je t'interromps, ouais. Ça me fait vraiment penser à... Moi j'ai pu travailler dans le secteur associatif brestois, et en fait ceux qui étaient les plus grands promoteurs du numérique pour tous, des Fab Labs, etc., étaient les élus écolos et leurs copains, leurs copines, on va dire, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, quoi, parce que je me disais, mais attends, pour produire un ordinateur, concrètement, je veux dire, c'est tout sauf écologique, pour faire tourner Internet, c'est tout sauf écologique. C'est une contradiction qui... Bon, au moins, là, je comprends d'où ça vient, quoi. Mais je me suis jamais expliqué. Ils sont fascinés par cet outil parce qu'ils voient dans l'outil le dépassement du capitalisme. Le capitalisme est condamné parce qu'il produit des masses de chômeurs et il produit de moins en moins de valeur économique parce qu'il y a de moins en moins de travail. Le travail pour Gortz, c'est essentiellement le travail marchand, bien sûr. Donc il va se casser la figure, il est en train de se casser la figure, et grâce aux revenus de base et à des formes d'auto-organisation du travail qui vont utiliser ces outils, mis à notre disposition par les gentils Bill Gates, Zuckerberg, etc., eh bien la société va être transformée. Nous allons aller vers l'autogestion, l'autonomie. Donc on ne sera plus salarié, on aura un revenu de base garanti par l'État, et ce revenu nous permettra d'utiliser des outils les plus performants, qui sont souvent pensés, de mon point de vue contre toute raison, comme permettant des formes très importantes d'autonomie et d'autogestion.
Donc les Fab Labs, en effet, en quelque sorte, c'est l'expression même de cette idée, quoi. De cette révolution en cours, et on en voit des prolongements même finalement chez Benoît Hamon, toute sa logique dans sa défense d'un revenu de base à la présidentielle, c'était de dire que le travail disparaît à cause de l'arrivée des machines, puis du fait de rendre automatique le travail par exemple, dans une usine, et donc les vies humaines vont être libérées ainsi. J'ai même entendu parler de cotisation sur les machines, comme si les machines étaient des salariés. Et bon, ça dépend quand même une vision du travail qui me semble... Enfin, je sais pas, ça manque un peu de matérialisme, quoi, parce qu'il faut bien les fabriquer, ces machines. Alors, soit on sous-traite aux gamins indiens et africains plus tard, soit c'est qui construit ces machines? Non, on va les fabriquer, mais avec toujours de moins en moins de travail. Il y a ce mythe qu'on va pouvoir les fabriquer, on va les bricoler dans notre garage, hein, on va les bricoler dans des maisons de quartier, dans des maisons associatives, dans des lieux à inventer, où on sera maître de l'outil et on pourra bricoler son ordinateur, on pourra fabriquer, je ne sais pas moi, son vélo grâce à un Fab Lab. Et c'est ainsi qu'on va redevenir maître de nos vies. Ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que c'est une idée alors là, vieille comme le capitalisme. Hein. Cette idée selon laquelle le travail serait détruit à grande échelle, que ce serait une très bonne idée, parce que le travail c'est la merde pour ces gens globalement. Le travail salarié... donc ça, il faut réduire sa part le plus possible et on en est libéré grâce aux revenus de base et aux nouvelles technologies. Donc on voit qu'il y a une vision en plus étroite du travail, c'est-à-dire que le travail est décrit comme, puis ils le disent souvent dans les milieux écologistes, les milieux du revenu de base, le travail c'est le tripalium, c'est l'instrument de torture et c'est de la souffrance. Et je suppose que par exemple s'ils lisent un livre ou s'ils font un mémoire ou que sais-je, s'ils écrivent un article, ils ne vont pas considérer ça comme de l'activité. Enfin, si, ils vont peut-être dire le mot activité, mais ils ne considéreront pas ça comme du travail, alors qu'il peut y avoir derrière du salaire, quoi. Donc, ça m'a quand même étonné. Alors, j'aimerais bien juste que tu répondes à cette question. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus ouverts à la tradition syndicale? Parce que même dans cette vision de Fab Lab, bon, pourquoi est-ce qu'ils ne se diraient pas que, je sais pas moi, que ce serait un syndicat dans une boîte qui monterait un Fab Lab et puis qui lutterait en interne pour... je sais pas ce qu'ils veulent, une réduction du temps de travail, un revenu de base, etc. Il y a une méfiance vis-à-vis de... Chez Görz avait travaillé avec notamment des syndicalistes allemands. Hein. Chez Görz, il y avait des liens possibles avec le syndicalisme. Mais là, on rejoint, l'histoire est souvent tragique, hein, on rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que... il y a eu une coupure sur la question de l'écologie entre une grande partie du syndicalisme traditionnel et les écologistes. Concrètement, les écologistes ont souvent affronté des syndicats sur, par exemple, la question du nucléaire ou la question des infrastructures routières. Donc pour nombre d'écologistes, il n'y a pas grand-chose à attendre des syndicats, en tout cas des grandes centrales syndicales traditionnelles. Hein. Après, au sein même de ces grandes centrales, il peut y avoir des syndicats beaucoup plus ouverts. Hein. Je tire à grands traits, là, hein, bien sûr, mais je pense que ça vient de là. C'est-à-dire, bon, pour eux, les syndicats sont productivistes parce qu'ils sont fascinés par l'emploi. Leur problème, c'est de créer de l'emploi pour distribuer du salaire, coûte que coûte. Et donc, d'une certaine façon, ils sont totalement enfermés eux-mêmes dans la logique du qu'importe ce qu'on produit, pourvu qu'on produise avec des emplois, des bons emplois bien rémunérés. Et là, c'est pas complètement faux non plus. Donc là, il y a vraiment un point à travailler pour qu'on lève ce type d'incompréhension. Enfin, c'est pas des incompréhensions, mais qu'on lève et qu'on essaye de défaire ce nœud, quoi. Sinon, c'est très difficile de lutter. Alors, j'ai une question plus personnelle, c'est vu comme tu dépeins, disons, la séparation qu'il peut y avoir entre ce mouvement écologique et le mouvement syndical, comment ça se fait que toi tu penses pas comme eux? C'est-à-dire que toi tu es à la fois, par exemple tu milites pour le salaire à vie, on va retrouver beaucoup de syndicalistes, on va utiliser les mots comme la lutte de classe, sortir du capitalisme, etc. Et d'un autre côté, une écologie, une position anti-nucléaire, décroissante. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a deux choses. Il y a d'abord un parcours personnel qui fait que j'ai croisé des gens qui étaient à la fois syndicalistes et écologistes. Donc, au même moment au même moment.
Mais c'est le drame, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens qui étaient ouverts à l'écologie comme syndicalistes, donc notamment dans les années 70, au début des années 80, faisaient partie de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. En gros, la CFDT, le Parti socialiste unifié de l'époque. Citons Michel Rocard, par exemple, dans ces années-là. Et ces gens-là étaient très souvent anticommunistes. Ils allaient manifester, par exemple, contre l'état de siège en Pologne, quand Jaruzelski reprenait le pouvoir, reprenait la main contre les manifestations ouvrières à Gdansk et ailleurs. Et ils ont été embarqués dans soit ils ont été liquidés par leurs propres syndicats parce qu'ils étaient trop, entre guillemets, gauchistes, soit ils ont été embarqués dans le soutien, finalement, au Parti socialiste, et ils n'ont pas résisté aux réformes qui vont s'abattre sur la classe ouvrière à partir du début des années 80, avec à la pointe, incontestablement, Michel Rocard et Jacques Delors, qui venaient de cette deuxième gauche ouverte à l'écologie. Donc là, il y a il y a une fracture très nette qui se fait entre ceux qui vont rester partisans de la lutte des classes, qui vont lutter pour la sécurité sociale, un nouveau statut du travail salariat, mais qui pour beaucoup ont été membres, compagnons de route du Parti communiste, et donc assez fermés, si ce n'est entièrement en question de l'écologie, et ceux qui étaient qui étaient ouverts à l'écologie, mais qui vont aller, disons, dans la dérive libérale, quoi, ou qui vont être marginalisés. Donc, mais j'ai été témoin dans ma petite vie qu'à un moment ça a été possible. Et puis plus intellectuellement, ce que disent Gortz et les autres ne tient pas debout, quoi, hein. Et c'est le point déterminant pour moi. Et là, on se rejoindra sûrement, et c'est pour ça que le réseau salariat m'intéresse. C'est que Gortz ne voit absolument pas, a un mépris profond pour tout ce que fait le syndicalisme en France, disons, entre 1944 et les années 80. En effet, il ne s'intéresse jamais à une portée révolutionnaire autogestionnaire de la sécurité sociale. Le droit du travail, pour lui, c'est un aménagement, certes sympathique, mais sans intérêt théorique et politique du capitalisme. Bref, sur tous ces éléments, évidemment, le désaccord qu'on peut avoir avec eux est radical. Il y a la cécité, tu l'as noté, qui est absolument stupéfiante de la catastrophe écologique produite par ces techniques dites immatérielles, le numérique. Là, on commence à avoir un certain nombre de rapports d'universitaires, de scientifiques, qui montrent à quel point les prélèvements en matière de ressources naturelles, d'émissions de déchets, sont absolument sans équivalent, hein. C'est quasiment 10% de la consommation électrique en France, le numérique par exemple. Donc ça a complètement contrebalancé les quelques efforts qu'on avait pu faire à un certain moment en matière d'économie d'énergie, comme on disait. Que Gortz a pu écrire un livre qui s'intitule L'immatériel concernant ce type d'outils est quand même tout à fait formidable. Et puis la baisse généralisée du travail n'a pas lieu, tout simplement, hein. Depuis le milieu des années 80 en France, le temps globalement travaillé, hein, à l'échelle macroéconomique s'accroît, tout simplement parce qu'il y a du travail non capitaliste qui est massivement présent, fonction publique, association, donc du travail qui est mis en œuvre en dehors des institutions capitalistes, et puis que même du côté du capitalisme, ce à quoi on assiste, contrairement à ce qu'on raconte souvent, c'est à une baisse de la productivité du travail, une baisse des gains de productivité du travail, soyons précis, parce que les capitalistes n'investissent plus massivement. Ils n'investissent plus parce que les taux de profit sont en berne. Et donc, évidemment, un travail plutôt moins productif, ou dont la productivité ne croît plus, fait qu'on a davantage besoin de travail. Donc, du point de vue de l'écologie, cette thèse ne tient pas. Du point de vue de la baisse du temps de travail, cette thèse ne tient pas. Et elle est complètement aveugle sur ce qu'a effectivement réalisé une classe ouvrière révolutionnaire, mais pas comme ils l'imaginaient. Leur problème, c'est ça. C'est des théoriciens. Rien ne s'est passé comme la théorie le voulait, comme les livres le disaient. Donc rien n'a lieu.
ils ne le voient pas, ils ont pas les bonnes lunettes, tout simplement. Et il est tragique que tant de camarades écologistes, qui par ailleurs se battent très courageusement, continuent d'adhérer à ce type de position, quoi. C'est véritablement tragique, il faut en sortir au plus vite. Someone's breathing's touching some membrane. The rhythm's marching away, like someone else is pulling the strings on every move. I am calling for you, and through the wire I know I'm gonna be in your heart, mess with your head. But then again, it's just art, and I'm not playing with you. I'm gonna stick to my story hard. But then again, it's just art. Then again, it's just art. Then again, it's just art. Donc tu es un des témoins, tu disais, de cette vision qu'il y avait aussi dans les années 70-80, 70 peut-être plutôt, d'une pensée en fait qui incluait à la fois le monde du travail et le monde écologique. Et ça me fait penser que donc la trahison en fait, hein, du Parti socialiste par rapport au mouvement salarial, par rapport au mouvement ouvrier qui a eu lieu en 82 avec le tournant de la rigueur, en fait elle a des prolongements jusque dans l'écologie. En fait j'avais pensé à ça, mais c'est-à-dire que les rocards qui, trahissant sur la question du travail, ce qui a souvent été mis en avant, en fait, a aussi fait la césure entre eux et le monde syndical type CGT, quoi. C'est-à-dire que vu qu'ils avaient trahi sur le travail, niveau écologique, maintenant, on ne sera pas à avoir une deuxième fois, quoi. Ce qui peut expliquer des réticences. Moi, j'ai vécu du côté de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Je me souviens, à l'époque, que la CGT était tout à fait favorable au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au nom de l'emploi, quoi, et était complètement sourd aux arguments écologiques. Donc, peut-être que ça peut puiser des racines jusque-là, quoi, en se méfiant en disant l'écologie, ils nous ont déjà fait le coup c'est les mêmes, quoi, qui nous ont trahis en 82, donc ça va être compliqué de se refaire confiance. Mais là, sur les derniers temps, la CGT était favorable à ce qu'il n'y ait pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc bon, ça peut aussi bouger. Et il me semble donc qu'avec cette vision que tu décris, on peut allier, disons, syndicalistes et zadistes. Alors c'est peut-être une tarte à la crème de chercher cette alliance. D'ailleurs, j'ai vu récemment dans La Décroissance que rechercher ça n'était pas forcément une bonne stratégie, cette alliance que moi je trouverais plutôt intéressante entre par exemple une AMAP et un collectif de chômeurs, entre on va dire le vert plutôt gestionnaire et le rouge de lutte des classes. Alors, avant de passer à la suite, qu'est-ce que tu en penses toi de cette alliance? Est-ce qu'il faut essayer aujourd'hui de s'allier entre écolos et syndicalistes, ou est-ce que quand les circonstances arriveront, alors je sais pas trop comment, mais quand les circonstances arriveront, si à ce moment-là on luttera côte à côte? Il faut s'allier, oui, absolument, mais il faut s'allier sur des positions claires. Je crois que je ne veux pas parler pour eux, mais mes camarades du journal, là, je me souviens de ces papiers qui nous ont fait discuter, sont assez inquiets parce qu'ils se disent, eux-mêmes, on va nous refaire le coup, c'est-à-dire, a priori s'allier entre les rouges et les verts pour taper contre le MEDEF, tout le monde est pour, mais il faut que ce soit une alliance claire sur ce qu'on souhaite. Or, il y a d'une part des alliances de circonstances, tu l'as dit, à Notre-Dame-des-Landes, les choses ont bougé, et notamment la CGT 44 a été tout à fait dans les mobilisations contre l'aéroport.
lutte locale, circonstances locales, prise de conscience, enfin tout ça est très intéressant. Mais ensuite, évidemment, les décroissants, eux, ils sont clairs. Hein, ils disent ce qu'on doit viser, c'est la sobriété. Un certain nombre de syndicalistes, même ouverts aux questions écologistes aujourd'hui, ça ne l'entendent pas. J'étais à un débat il y a quelque temps avec des rouges, on s'est copieusement disputé, parce que, en effet, et tu l'as dit, en effet, ils peuvent se méfier à juste titre, hein, en disant oui bon bah d'accord, c'est un coup encore pour appauvrir les ouvriers, et je comprends ce type de réticence, quoi. Donc il y a deux choses, il y a d'une part ce qui se passe sur le terrain et qui peut provoquer des rapprochements, des prises de conscience, des alliances, mais il y a de se dire franchement les choses, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord pour aller dans ce type de direction. Et là, un certain nombre de syndicalistes aujourd'hui, en effet, ne le souhaitent pas, quoi. Donc ce que peuvent craindre certains écologistes, c'est que des gens, éventuellement pour des motifs plus ou moins électoraux, mettent en avant l'Alliance Rouge-Verte, qui masquerait à nouveau de réels désaccords légitimes. Et quand on n'est pas dans une démarche politicienne à court terme, il faut les assumer, ces désaccords, sans problème, quitte à les travailler et quitte après à ce qui s'estompe. Alors moi, ce qu'à titre personnel je trouve chouette dans cette alliance à rechercher, c'est que on redonne une forme d'espoir, c'est-à-dire, tu parlais de gens qui pouvaient être assez marginaux, d'ailleurs soit même sur l'anticapitalisme ou soit sur la décroissance, et là disons que être ensemble, j'ai l'impression que ça donne de la force et de l'optimisme. Et surtout, ça nous fait sortir des visions catastrophiques ou des thèmes de l'effondrement qu'on entend beaucoup aujourd'hui, que certains annoncent, et où le développement de l'apocalypse, j'ai l'impression, nous fige au lieu de nous pousser à lutter. Pour poursuivre cet entretien, tu pourrais réagir si tu le souhaites sur ce thème de l'effondrement. Mais pour poursuivre l'entretien, j'aurais voulu aller, du coup, vu qu'on avait commencé à parler d'alliance, évidemment sans parler en termes électoraux, mais même en termes théoriques, quoi. Comment est-ce qu'on concilie l'écologie et le travail. En termes stratégiques, où est-ce que tu situes l'enjeu? Alors, voilà, c'est une question très ouverte. Est-ce que ça se passerait plutôt au niveau local, là où on attend souvent l'écologie? Est-ce que c'est plutôt un niveau international, mais où peut-être de plus long terme, un niveau national, régional? Est-ce que c'est à tous les niveaux? Est-ce qu'on met des objectifs différents à chaque échelon? Voilà. Est-ce que tu as des remarques ou des commentaires à faire sur cette question stratégique? Oui, je ne suis pas un grand penseur ni un grand stratège de l'écologie. Il faut en finir certainement avec la phrase qu'on a beaucoup entendue au sein des écolos sur le penser global, agir local. Il faut bien sûr agir local parce que c'est là qu'on vit, donc ça n'a pas de sens de ne pas agir là où on vit, mais nos adversaires agissent global, évidemment. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est typique. C'est un territoire qui n'a rien demandé et qui voit tomber sur lui un projet d'aéroport. Si j'ai bonne mémoire, à l'époque, c'était parce qu'on voulait faire décoller le Concorde, l'avion Concorde, bref. Donc, les gens se battent contre l'aéroport, ils gagnent, enfin, en tout cas, ils empêchent la construction de l'aéroport, mais évidemment, dans le même temps, les mêmes ont pu construire des EPR, des TGV, financent la fusion atomique à ITER, dans la centrale expérimentale ITER. Donc, si on se bat que localement, on est condamné à perdre en permanence ou alors à avoir des victoires défensives en quelque sorte. On a sauvé, par exemple pour l'heure, le bocage, pas très loin de Notre-Dame-des-Landes. Donc il faut agir à tous les niveaux et de ce point de vue, le niveau national est sûrement le niveau stratégique le plus intéressant puisque c'est, on fait une nation, on fait des lois à une échelle nationale. Donc c'est à la fois, on sort du local, on a une puissance d'agir là qui est à grande échelle,
et que l'on peut davantage maîtriser que sur l'international, où bon, il faut aussi agir au niveau international, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Et surtout, on peut davantage agir à l'international si on a d'abord une assise politique nationale. Donc sûrement que l'échelon national à la réflexion est le plus pertinent, sans, encore une fois, nier la nécessité localement de se battre d'une certaine façon dans l'urgence, quoi, qui est la nôtre en partie aujourd'hui. Et alors j'ai une question très concrète. Alors pour ça, je vais juste détailler un peu ce que sont les propositions de réseau salariat pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Je fais très court. On se bat pour que dès 18 ans, on ait un droit attaché à notre personne, qui est un droit économique, qui est d'avoir un salaire à vie. Pour que cela soit réalisable, on a pensé un système de cotisation qui se base sur les cotisations sociales déjà existantes, sur les caisses de sécurité sociale. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui m'intéresse, c'est le fait d'attribuer à 18 ans en fait, un salaire à tous, un salaire qu'on a chiffré d'un premier niveau à 1 500 €, et puis on peut progresser en échelon jusqu'à 6 000 €, mais bon, ça fait quand même l'ensemble des travailleurs qui ont au moins 1 500 €. Et souvent dans les débats qu'on a, on nous dit mais qu'est-ce que vous allez faire du mec qui veut rien faire, quoi, qui veut aller à la plage toute sa vie, qui veut rester devant la télé. En fait, cette question, qui est tout à fait légitime, cette question pose la question de la division du travail. La division du travail aujourd'hui, bon, c'est en gros, ce sont les actionnaire et les employeurs qui vont décider de ce qu'on va produire, comment on va le produire, etc. Mais la division du travail s'intéresse aussi à qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on ne produit pas. Et à Réseau Salariat, on a de nombreux arguments pour répondre mais vous inquiétez pas, on est dans un processus long, avec un travail d'éducation populaire, un travail dès l'enfance. On va s'occuper de se responsabiliser, on va s'occuper de cette division du travail. Les gens auront envie de travailler, en fait, parce qu'ils sont responsables. Mais il est possible que des gens aient bien envie de travailler, mais pour faire des choses vraiment très nocives, quoi. Et même avec un salaire à vie, ils pourraient avoir envie de fabriquer des choses qui nuisent aux autres. On peut penser à des choses qui écologiquement sont complètement irresponsables. Et donc, il faudra peut-être interdire à ces gens-là de travailler. Enfin, en tout cas, leur interdire de produire ces choses néfastes. Alors, comment est-ce qu'on ferait ces interdits, selon toi ? Tu as raison de rappeler que le point clé de Réseau Salariat, c'est certes le salaire à vie, mais la condition du salaire à vie, c'est la maîtrise démocratique collective de l'outil de travail. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui évidemment nous différencie des partisans du revenu de base, qui nous file un revenu et puis après on va jouer dans son coin avec nos 800 balles ou même d'ailleurs nos 2000 balles, le revenu serait-il à 2000 €, sans qu'on n'ait jamais la main sur la décision économique. Tu as raison aussi de retourner totalement cette interrogation sur la question de la fainéantise, parce que moi ce qui m'embête surtout, c'est que beaucoup de gens, en effet, voudraient travailler, et voudraient continuer à travailler, éventuellement pour produire des marchandises qui me sont très peu sympathiques. Lorsque l'État veut fermer une centrale atomique vieillissante, il y a des tas de salariés à statut qui ne risquent absolument rien en termes de salaire et de droits sociaux, qui se battent contre la fermeture de la centrale parce qu'ils sont très fiers de leur outil de travail et ils sont prêts à ce que celle-ci poursuive sa vie pendant plusieurs siècles éventuellement. Donc la question se pose bien plutôt en ces termes, selon moi, que l'histoire de celui qui va faire du surf toute la journée. Même si elle est aussi légitime, hein. Il faut voir quels sont les rapports au travail des uns et des autres, mais globalement, il y a plutôt en fait une envie de travail. Je fais partie d'une association donc, de lutte contre le chômage et la précarité. Ces dernières années, les gens qui sont venus nous voir pour des questions de droit aux allocations, parce qu'ils étaient radis, etc., la plupart sont des gens qui veulent bosser, qui se sentent humiliés, qu'on leur dise « tu sers à rien, t'es chômeur », ou alors prends n'importe quel boulot de merde. Donc c'est pas du tout la fainéantise qui l'emporte, hein. C'est plutôt l'humiliation de ne pas être au travail. Et à la limite, n'importe quel travail serait bon, quoi. C'est bien le problème.
Donc, si nous maîtrisions collectivement l'outil de travail, il y aurait un processus démocratique avec toutes les difficultés, les problèmes, les dysfonctionnements évidemment inhérents aux institutions humaines. Je ne dis pas que ça serait le bonheur sur Terre, mais il y aurait un processus démocratique qui à un moment ferait la loi en matière de travail. C'est-à-dire que si nous décidions démocratiquement que la production de telle ou telle marchandise est nocive d'un point de vue social ou écologique, eh bien elle serait interdite, l'investissement ne serait plus financé, les entreprises ne seraient plus financées, et même si ça ne fait pas plaisir à leurs travailleurs, ce serait comme ça. Je ne vois pas comment on peut se passer de la loi dans une société humaine pour régler nos différends et assumer qu'à certains moments, certains gagnent et d'autres perdent en matière de choix collectifs. Pour rester sur la question stratégique, tout à l'heure j'ai parlé de niveaux qui étaient géographiques, plus ou moins étendus. Si on regarde les choses autrement, par exemple au niveau des partis, des syndicats, est-ce que selon toi, il y a de l'espoir dans ces institutions qui peuvent être un peu vieillissantes, mais est-ce qu'on aurait intérêt à y aller, je m'adresse en particulier aux jeunes, quoi. Est-ce que si on est touché par ces discours-là, est-ce qu'il faut réinvestir ces lieux-là, ou est-ce que ça se passera de manière un peu plus anarchique, un peu plus localement, de manière plus horizontale, je ne sais pas comment dire. Est-ce que on les utilise, les partis et les syndicats encore ou quoi? Franchement, je suis très partagé. Dans l'histoire, il y a des forces collectives qui naissent, qui vivent et puis qui meurent. Et pour certaines d'entre elles, essayer de rentrer dedans pour insuffler à nouveau de la vie me paraît désespéré. Le Parti socialiste, par exemple, on peut le dire cliniquement mort aujourd'hui, même si il faut toujours se méfier, mais c'est pour des raisons profondes, quoi. Si quelqu'un de bonne foi disait, après tout, il y a de bonnes choses au Parti socialiste, je vais y aller pour faire je sais pas quoi, je crois pas. Enfin, il n'y a plus de partisans de l'Empire napoléonien aujourd'hui, sauf vraiment très 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 marginaux, encore plus marginaux que les zadistes. Donc il y a un certain nombre de forces, de mon point de vue, qui sont en déclin, qui sont quasiment mortes, et je vois pas bien aujourd'hui. Je pense que c'est la vie, quoi. C'est la vie d'une société, c'est la vie historique. Les institutions meurent. Il y en a d'autres peut-être qui sont pas très en forme et qui gagneraient à être peut-être dont on peut encore faire quelque chose. Je suis quand même plutôt... Comment dire, il y a un pessimisme du fait que, évidemment, face par exemple aux agressions de Macron à l'heure actuelle, le monde syndical est en plein désarroi. Et on ne peut pas s'en réjouir, puisque concrètement on en prend plein la figure et ça risque de ne pas s'arranger. Mais d'un autre côté, ce désarroi syndical, il est la conséquence inéluctable d'un épuisement, d'une forme d'épuisement. Il est peut-être la conséquence inéluctable d'un épuisement intellectuel, d'un épuisement de force vive, quoi. Et un certain nombre de syndicats, par exemple, de salariés, n'ont plus proposé de choses un peu neuves et enthousiasmantes depuis des décennies. Donc c'est quand même très très difficile. Comme en plus ils sont liés inévitablement par leur histoire, leur tradition, évidemment la CGT ne peut pas dire du jour au lendemain balle nucléaire, on ne peut pas lui demander ça, et pourtant on lui demande aussi, enfin moi je lui demanderais aussi, donc c'est des contradictions qui sont quand même très lourdes, et je pense plutôt que des forces nouvelles sont en train d'apparaître, aujourd'hui marginales bien sûr, comme d'habitude, mais peut-être pas tant demain. Mais je pense que tu serais d'accord avec moi, vu les associations, vu que tu es dans de nombreuses associations, tu es quand même favorable à une forme d'organisation, quoi. Donc j'ai juste dit partis et syndicats, mais ça se passerait plus par des associations, parce qu'en plus tu parlais d'un échelon national, c'est dur de reposer sur les seuls individus, quoi. C'est-à-dire si on n'a plus les partis et les syndicats qui ont pu regrouper les masses à une époque, comment on fait? C'est par des associations plus? Une chose est sûre, c'est que la démocratie vit par des institutions.
Et ces institutions reposent sur des organisations collectives. Alors ça, c'est certain. Comment dire, le tir de barrage permanent contre les syndicats, les partis, les associations de la part de gens qui ne fichent rien, qui n'en fichent pas une, ça c'est insupportable. Il est bien évident que si on veut assumer des responsabilités politiques, il faut s'organiser. Et il faut s'organiser à une échelle qui n'est pas le quartier, quoi. Il faut s'organiser à une échelle régionale, nationale, internationale. C'est ce qu'a fait le mouvement ouvrier. Comment dire, la feuille de route, pour moi, c'est le vieux mouvement ouvrier, si décrié ou si oublié aujourd'hui. Des ancrages extrêmement locaux dans des entreprises, éventuellement sous des formes corporatistes, parce que les gens travaillent ensemble, ils ont des intérêts communs qui ne sont pas forcément ceux de la boîte d'à côté, mais qui sont transcendés par des organisations nationales et internationalistes. Ça, c'était absolument remarquable. Donc oui, on a besoin d'organisations, et d'organisations structurées, pérennes, avec donc des formes démocratiques qui sont toujours compliquées, mais oui, il faut, je sais pas quoi, un secrétaire général, ou un secrétaire ceci, ou à un moment un congrès qui fixe une ligne et qu'on ne remet pas en cause toutes les 2 heures. Bon, sinon ça, je ne vois pas comment on peut agir, ça c'est certain. Maintenant, donc ça, on est clair là-dessus. Quelle forme ça prendra? Quelle forme ça prendrait? Pour l'instant, des choses émergent peut-être. Ça reste à inventer, quoi. Ça reste à inventer, en s'ancrant aussi dans des traditions. Il y a des syndicats de lutte de classe aujourd'hui qui sont en pleine forme localement. Je veux dire, les cheminots, par exemple, on peut discuter de leur mot d'ordre, on peut discuter de ce qu'on veut, mais il y a encore une résistance là, un bastion de la classe ouvrière organisée sur laquelle on peut s'appuyer. Sur lequel on peut s'appuyer pour faire, mais à un moment pour faire des choses neuves, incontestablement. Si c'est pour rejouer la CGT ou le Parti communiste des années 50, ça c'est foutu, quoi. Mais en même temps, ça se passerait pas, tu disais, par des gens qui, plein de bonne volonté, plein d'espoir, rentreraient dans un syndicat peut-être un peu hostile à ce qu'ils pourraient raconter. Ça te semble être une démarche vaine, quoi. Peut-être que ce serait plutôt par la constitution de nouveaux syndicats ou de nouveaux, je sais pas quoi, moi, bribes d'organisation, quoi, de gens qui pourraient insuffler comme ça des idées plus je sais pas, en accord avec l'époque. Oui, sans doute, ouais. En même temps, peut-être qu'on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Des gens de la CGT, par exemple, que je côtoie assez régulièrement, ont bien conscience de l'impasse dans laquelle ils se trouvent, quoi. L'emploi, RTT, pouvoir d'achat, ils disent ça maintenant comme une espèce de cantique, parce qu'ils croient que c'est ce qu'attendent, entre guillemets, la population. Il y avait un slogan particulièrement désastreux de la CGT, là, affiché sur leur siège à Montreuil, qui disait, si je me souviens bien, ce que souhaitent les travailleurs, c'est ce que souhaite la CGT. Ou ce que souhaite la CGT, c'est ce que souhaitent les travailleurs. Donc, et dans le même temps, ils voient bien que tout ça n'a pas de sens. Enfin, on ne va pas créer 6 millions d'emplois, ça ne s'est jamais fait d'ailleurs, même pendant les 30 Glorieuses. Donc, même au sein d'organisations qui sont structurées, pyramidales, et dans lesquelles le débat est des fois difficile, il y a de tas de militants sincères qui comprennent bien qu'il faut changer. Donc, pourquoi pas, il y a des interstices sûrement, sûrement qu'il y a des blocages aussi qui sont définitifs dans ces cas-là, qui obligeraient à de nouvelles formes d'organisation. Là, j'avoue que je suis dans le flou le plus total. Alors, pour terminer cet entretien, une autre question qui me préoccupe, c'est qu'il y a une différence, je trouve, de temporalité. C'est-à-dire que sur l'écologie, on est souvent sur de l'urgence, alors que les changements de pratique du travail, la révolution, c'est le changement de mode de production, et on voit bien que de passer de la féodalité à la bourgeoisie, ça s'est pas fait le 14 juillet 1789, ça s'est fait sur du temps long, des institutions qui progressivement en ont remplacé d'autres. Donc nous, c'est ça qu'on vise en fait, avec la lutte de classe, le salariat, le salaire à vie, la cotisation sociale. Mais ça c'est long, et donc l'urgence écologique dont je parlais tout à l'heure ne semble pas compatible. Comment tu articules ces deux temps? Est-ce que tu vois peut-être des bribes de transition déjà en train de se faire? Des bribes de transition, oui. Il y a des tas de gens qui aujourd'hui travaillent et vivent autrement.
C'est ce que met en avant souvent Bernard Friot, hein, des travaux de sociologues qui montrent qu'un certain nombre de jeunes gens, souvent d'ailleurs plutôt très diplômés, refusent une carrière tranquille dans l'emploi pour aller faire des entreprises alternatives, aller produire autrement, sous forme coopérative, etc. Enfin, donc ça... Le capitalisme n'est pas un système. Aucune société humaine n'est un système. La vie, c'est pas de système. La vie, c'est en permanence le jaillissement du neuf, quoi. Bon. Donc, la question n'est pas tellement de dire est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de naître aujourd'hui. La réponse est oui, c'est une très bonne nouvelle. La question, c'est comment on les soutient. Donc là, les propositions de réseau salariat, hein, c'est... on augmente les cotisations et on finance en priorité les entreprises alternatives plutôt que Bouygues, Bolloré et compagnie. Donc là, il y a des raisons d'être optimiste parce que la vie vient toujours défaire les ordres politiques et sociaux, y compris les plus oppresseurs. Hein. Pharaon c'est fini, l'Empire romain c'est fini, ça a duré des siècles et on peut penser que ceux qui étaient écrasés par de tels ordres pensaient que ce serait éternel, quoi. Donc la vie est là, elle jaillit et personne, même Macron, ne pourra pas la transformer en flot capitaliste. Ça, par contre, la question de la temporalité, tu as parfaitement raison de la souligner, et elle est assez angoissante, en effet, c'est que dans une terre qui n'était pas dévastée, les libéraux ont pris leur temps, hein, ils ont pris quelques siècles pour prendre le pouvoir économique, puis finalement le pouvoir politique, bon, ça posait pas de questions, ça a duré entre le 14e, 13e siècle, et puis le 18e, 19e. Il est certain que quand des camarades de gauche disent « bah voilà, nous aussi on va prendre notre temps, le monde ouvrier s'est constitué au 19e siècle, il a déjà bien bossé, c'est vrai, enfin le monde ouvrier organisé, le mouvement ouvrier révolutionnaire, et puis le mouvement salarial révolutionnaire a déjà bien bossé, nous on est au début du 21e, dans le 23e ou 24e siècle, on verra ce qu'on verra. Le problème c'est qu'on a effectivement une planète qui est quand même, des milieux naturels qui sont pas en bon état, et c'est pas tant les milieux naturels, après tout, bon, une fois qu'il n'y aura plus l'homme, la nature reprendra ses droits, hein. C'est évidemment c'est l'homme qui nous intéresse, pas tant les milieux naturels en eux-mêmes, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a un très gros souci, quoi. Mes copains écolos qui sont catastrophistes, à la fois ils n'ont pas tort, parce qu'ils regardent le truc, et puis ils ont leur sensibilité, donc ils voient bien que des gens meurent de cancer à 50 balais, des agriculteurs par exemple, ça tombe comme des mouches, parce qu'il y a eu épandage de pesticides pendant des décennies, ils voient bien que des enfants aujourd'hui sont atteints de maladies tout à fait a priori exotiques, dans des proportions très importantes, allergies, problèmes digestifs, etc. Et donc ils se disent, en quelque sorte, alors ils se disent à la fois c'est foutu, mais ils passent leur temps à l'écrire. Et ceux qui croient vraiment que c'est foutu, ils écrivent rien. Ils vont, je sais pas quoi, ils vont dans la forêt organiser la survie, ou ils sont désespérés, ou ils oublient, et puis ils s'intéressent au football. Donc c'est un peu contradictoire, quoi. Il y a beaucoup de catastrophistes qui font des grandes carrières de catastrophistes, c'est-à-dire qu'ils anticipent que leurs livres vont se vendre, quoi. Donc la catastrophe n'est pas suffisamment approchée pour que ça vaille pas le coup d'écrire un nouveau livre. Mais en même temps, on peut pas complètement se moquer d'eux parce qu'ils n'ont pas tort. Donc il y a un gros souci, ça c'est certain. Les temporalités historiques sont plus celles qu'ont pu connaître nos aïeux si on intègre véritablement le désastre écologique. Et là, j'ai rien d'autre à dire de plus. D'accord, mais moi j'ai l'impression que cette urgence écologique, elle nous pousse plus à aller plus vite que la bourgeoisie, quoi. Je trouve que moi c'est un des trucs qui me fait enlever les mains de mes poches, quoi. Je me dis, non, là il y a une urgence, quoi. C'est-à-dire que si il faut que ça se passe dans plusieurs décennies qui vont arriver, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant qu'il faut motiver des copines, des copains à militer, à essayer de transformer le travail, à viser l'écologie. Enfin, j'ai l'impression que ça peut aussi précipiter les militants vers l'action.
Mais ce discours-là, je l'entends pas trop, et c'est vrai que c'est plutôt le discours catastrophique qui semble l'emporter, mais aussi parce que, par exemple, il y a tout ce qui est rapport du GIEC, ou tous les trucs où on nous annonce la fin de quelque chose pour dans 20 ans ou dans 10 ans, en fait, là on se dit, bah là c'est vraiment cuit, quoi. Mais sauf que c'est jamais le mur, il y aura toujours des êtres humains vivants plusieurs décennies après, ou plusieurs siècles après, à moins d'un truc, d'une catastrophe nucléaire. Mais disons que nos conditions de vie peuvent considérablement se dégrader, là-dessus il n'y a aucun souci, mais il y aura toujours des humains qui pourront mener la lutte pour transformer cette société. Ah oui, là on est d'accord. Hein. L'image du mur qui se rapproche est complètement stupide. D'abord parce que, d'une certaine façon, elle est très optimiste, puisque c'est ne pas s'apercevoir qu'on est déjà dans la crise écologique. Le mur, on est déjà dedans. Hein. Il n'est pas à venir dans les 20 ans. Bon, donc, le nombre d'écrits qui nous expliquent que dans 10 ans, ce sera trop tard, et qui ont été publiés il y a 30 ans, c'est sûr que bon, c'est assez rigolo. Et on peut tout à fait le prendre comme tu dis, oui, c'est que il faut qu'on fasse plus vite et bien mieux en termes d'émancipation que l'a fait la classe bourgeoise. Oui. La vie est toujours là, de toute façon, encore une fois, la vie elle est là et elle innove, pour parler comme M. Macron. Elle disrupte en permanence. Macron, lui, il disrupte rien du tout, hein. Il est dans l'ordre. Alors là, c'est un homme d'ordre, c'est Macron. La disruption, c'est la ZAD. Hein. L'ordre, c'est Macron, évidemment. Ça promet des bons slogans à voir sur la ZAD. Oui, tous disruptifs, par exemple, je sais pas quoi. Mais par contre, c'est le coût, évidemment. Oui. Le coût humain, le coût humain aujourd'hui du désastre écologique, il est quand même phénoménal. Et donc on ne peut pas complètement, disons, rire de cette position catastrophiste. On est dans la catastrophe d'une certaine façon, ça ne peut pas nous empêcher d'agir, ne serait-ce que parce que quand on agit, on est quand même plus heureux que quand on subit. Mais je te propose de finir sur cette note d'optimisme. Merci Denis pour cet entretien. Merci. C'est un joli nom, la production de l'écologie. Pour aller plus loin, on lira les brochures Abolir le chômage, en finir avec le marché du travail et Pour une démocratie économique de Dominique Lachaume aux éditions des Ateliers de création libertaire. Ceux qui sont curieux d'économie politique se référeront au journal La Décroissance, et bien sûr ceux qui veulent en savoir plus sur l'organisation économique du salaire à vie pourront aller sur le site réseau-salaria.info. La musique d'introduction et de conclusion est Arizona Moon de Blue Dot Sessions. Celle que nous avons entendue au milieu est un titre de Zwelila issu de l'album Digital Guilt. À la prochaine.